On va aller au porte-parole de la deuxième opposition, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Maître Murphy, Maître Labossière, Maître Delmo, Monsieur Germain, bonjour, bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci d'être présent aujourd'hui pour les travaux de la Commission. Je pense que d'entrée de jeu, c'est important de souligner que j'ai demandé à la Commission de se saisir d'un mandat d'initiative pour vous entendre, parce que le plan de restructuration que vous proposez soulève quelques interrogations. Puis je vous remercie de venir aujourd'hui en témoigner. D'ailleurs, je remercie les collègues d'avoir appuyé la demande du mandat d'initiative. Ceci étant dit, je souhaite assurer les procureurs qui travaillent, que ce soit dans les bureaux régionaux, que ce soit dans les bureaux spécialisés actuellement, qui vont disparaître, de l'entier soutien des parlementaires, parce que je pense que c'est fondamental au Québec qu'on lutte efficacement contre le crime, puis on doit aussi être en mesure d'avoir les outils pour le faire. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi on voulait vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales a les outils, a les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre le crime? Mais passons tout d'abord au plan de restructuration. Vous avez dit d'entrée de jeu, au moment où j'ai appliqué pour le poste de directeur des poursuites criminelles et pénales, je crois avoir saisi de façon permanente, puisque vous l'étiez par intérim, vous avez évoqué cette restructuration-là. Avec qui en avez-vous discuté? Maître Murphy? Oui, j'en ai discuté avec le comité de sélection. Monsieur le député de Bordua. Et puis, à partir du moment où vous avez été sélectionnée comme directrice des poursuites criminelles et pénales de façon permanente, est-ce que vous avez consulté d'autres personnes à l'intérieur de l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation avant de mettre en place ce plan de restructuration? Ah, bien sûr, Non, excusez. juste pour qu'on puisse, pour avez... aider à la transcription de nos débats et aux gens qui vont nous suivre dans les prochaines années. Alors, il est bien certain que je n'ai pas fait cette restructuration-là seule. Je dois dire, pour la petite histoire, vous vous rappelez, ou je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'avant moi, il y avait Maître Claude Lachapelle qui était le directeur des poursuites criminelles et pénales, et j'étais à ce moment-là directrice adjointe de Maître Lachapelle, et nous avions déjà discuté ensemble de la possibilité et de l'intérêt de faire une équipe unifiée en matière de criminalité organisée. Donc, dans l'organisation, donc avec Maître Lachapelle, mais dans l'organisation en général, ce sujet a été discuté à plusieurs reprises. Lorsque nous avons rencontré les procureurs, d'ailleurs individuellement, lors de tout à fait dernièrement, là, parce qu'on avait annoncé qu'on les rencontrerait tous individuellement, ce qu'on a fait, beaucoup de ceux-ci nous ont dit qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient eux-mêmes réfléchi à cette possibilité-là, puis qu'ils trouvaient ça intéressant pour toutes sortes de bonnes raisons que je ne répéterai pas là, ici, qui sont sensiblement les mêmes que je vous ai présentées. Mais, Monsieur le député de Bordua. Sommairement, est-ce que vous avez consulté les procureurs-chefs adjoints des bureaux spécialisés, que ce soit le BLCM, le BLCP ou le BLACO, avant de faire ce plan de restructuration? En fait, je vais juste poursuivre ma question. Qui, dans l'organisation, a été consulté de façon formelle avant l'envoi du 23 septembre 2015? Oui, c'est mon équipe de direction avec laquelle j'ai discuté de cette restructuration-là. Est-ce que ça n'aurait pas été pertinent? Parce que les procureurs qui sont spécialisés, là, les procureurs spécialisés qui luttent contre le crime organisé ou contre la corruption, contre la criminalité, ils ont une certaine expertise, ils font ça au jour le jour. Et vous avez mentionné, on veut éliminer le travail en silo. Mais il y a certaines équipes qui travaillaient ensemble, d'ailleurs, ils faisaient certaines parties de dossiers. Est-ce que le fait, avant d'imposer un changement, ça n'aurait pas été pertinent, dans le cadre de la culture organisationnelle, de consulter les gens? Et j'en viens là-dessus sur l'élément de votre propos d'entrée, ainsi que les réponses à la partie ministérielle. Il y a beaucoup de « on va pouvoir »,« on pourrait »,« on va mandater quelqu'un pour évaluer les résultats au bout d'une année ». Je me questionne juste, avant de faire un tel changement, est-ce qu'on a des données factuelles, est-ce qu'on a des données quantitatives qui vont nous permettre d'évaluer, ou on évalue que ce changement-là va permettre, sur la base d'une opinion, de rapporter des résultats supplémentaires? Maître Murphy? Oui. En ce qui concerne la consultation, là, depuis, j'ai été nommée directrice adjointe au directeur des poursuites criminelles et pénales en 2012. J'ai donc travaillé avec
les équipes de criminalité organisée, les procureurs en chef adjoints depuis 2012. J'ai été à même de constater plusieurs choses. Et oui, il m'est arrivé à plusieurs reprises de discuter avec les gestionnaires de ces équipes-là d'une meilleure collaboration, d'échanges. Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais si vous me demandez si je les ai consultés avant d'abolir leur poste, non. Oui. Est-ce que vous avez eu des échanges avec le ministère ou avec le Conseil du Trésor relativement au plan de restructuration avant l'annonce le 23 septembre? J'ai eu... Maître Murphy? Oui, vous me parlez avec le Trésor? En fait, une question avec 2 sous-questions. Oui. Avez-vous quelconque communication, échange, correspondance ou discussion avec un membre du gouvernement ou un fonctionnaire qui émane du Conseil du Trésor ou du ministère de la Justice et ou avec des intervenants politiques? Maître Murphy? Oui. J'ai présenté la restructuration à Madame la ministre de la Justice et j'ai présenté la restructuration comme mesure structurante en termes de site de compression au Trésor et, évidemment, à la ministre de la Justice. À quelle date? Écoutez. Et sous-question là-dessus. Bien, j'aimerais bien répondre. Je ne pas, M. le député de Bordua, non, on va laisser Maître Murphy répondre. Si vous me permettez, oui. Nous avons eu, de la part du gouvernement, évidemment, nous avons eu une demande d'atteindre l'équilibre budgétaire, probablement comme tous les autres ministères et organismes, pour l'année financière se terminant le 31 mars 2016. Nous avons eu, du même coup, une demande nous demandant de présenter des mesures structurantes pour l'année financière 2016-2017 à la hauteur de 4,5 millions. Alors, comme je l'indiquais précédemment, j'ai demandé, au moment où on a reçu cette demande, c'est cet été, là, à quel moment Non, la demande du Trésor, je pense que c'est juin 2015. Alors, en juin, on a eu donc cette demande d'atteinte à l'équilibre budgétaire et des mesures structurantes pour l'année 16. Comme ma restructuration était en cours, ma réflexion était en cours, nous étions avec des experts à réfléchir à la restructuration, j'ai demandé de chiffrer l'économie de cette restructuration-là. Alors, et nous avons présenté ces économies comme une des mesures structurantes. Je comprends que la demande structurante et la demande d'atteindre l'équilibre budgétaire pour le directeur des poursuites criminelles et pénales s'est fait avant la présentation de votre plan de restructuration. Donc, je comprends que vous aviez déjà entamé votre réflexion par rapport à comment va-t-on rendre le directeur des poursuites criminelles et pénales plus efficace, mais que par ailleurs, le Conseil du Trésor, par le biais de la voix du ministère de la Justice, vous a dit « Vous devez atteindre l'équilibre budgétaire, ça nous prend un plan de demande structurante, il va falloir dégager des économies. » La question que je vous pose, est-ce qu'il y a des experts qui ont été consultés par rapport au montant d'économies? Et lorsqu'on regarde le tableau qui est présenté, on constate que les procureurs qui étaient affectés dans des bureaux spécialisés avaient une prime de 10 %. Lorsqu'on se retrouve avec 51 procureurs de moins qui n'auront pas la prime, faisons une approximation des salaires des procureurs de la Couronne, 90 000 $ à 51 procureurs, on pourrait dégager environ 500 000 $ uniquement en prime. Donc, en partant, on peut se demander, est-ce que la restructuration n'est pas motivée par des considérations financières, entre autres? Non. Murphy, votre réponse, c'est non? Ma réponse, c'est non. Ma réponse, c'est non. Mais je suis heureuse, si vous me permettez, là, de compléter cette réponse-là. Ma réponse, c'est non,
mais je suis heureuse d'avoir eu cette chance de pouvoir chiffrer une économie dans un geste que nous avions décidé auparavant. Donc, je suis heureuse. J'avais cette économie que je pouvais présenter à titre de moyens de moyens structurants. Alors, non. Autrement dit, on avait déjà mis en place toute cette réflexion. Nous étions à l'actualiser alors qu'en juin 2015 est survenue cette demande d'atteinte à l'équilibre budgétaire et cette demande de mesures structurantes. Vous réalisez quand même qu'avec la demande de mesures structurantes, avec la demande d'atteinte de l'équilibre budgétaire et par la bande, le fait qu'on coupe les procureurs de 10 % de leur salaire, c'est un drôle d'addon que ça arrive de façon concomitante. Disons qu'il y a une communauté d'esprit où on a des fortes suggestions qui nous disent, bien, écoutez, il faut trouver un moyen pour dégager dans le cadre du budgétaire restreint, parce que c'est ce qui est indiqué également dans la lettre que vous avez envoyée à vos procureurs. Puis je me questionne aussi parce que là, on crée un bureau qui va lutter contre la très grande criminalité. C'est quoi de la très grande criminalité versus la criminalité organisée? Est-ce que c'est en lien avec les peines des crimes? Parce que, vous savez, les procureurs qui étaient destinés au crime organisé, qui, eux, à chaque jour, faisaient ce genre de dossier-là, et lorsqu'on les renvoie, supposons, bien, en fait, on mentionne qu'ils étaient déjà en région, même ceux qui étaient à Québec ou ceux à Montréal, qui vont continuer de s'occuper de dossiers de crime organisé. Ils ont déjà une expertise, mais on leur dit, bien, votre 10 % vous l'oubliez. Puis on sait que les dossiers que les procureurs traitent, des dossiers de crime organisé, c'est pas le même type de dossier que des dossiers qui se retrouvent dans la roue, supposons. Écoutez, oui, permettez-moi. Je ne suis pas du tout d'accord avec la dernière portion de votre commentaire. Vous savez, d'abord, la prime de 10 % c'est une prime à la criminalité organisée. L'entente, les conditions de travail, si vous reprenez le texte, là, vous allez voir que la prime est donnée aux procureurs qui sont affectés au BLACO, au BLPC puis au BLCM. C'est ça, la prime. Actuellement, les procureurs qui sont, par exemple, au dossier gang de rue ou qui sont à des dossiers de criminalité de moins grande envergure n'auront plus cette prime. Ils seront dans les différents bureaux régionaux avec les autres procureurs à faire des dossiers tout aussi importants les uns que les autres. C'est une question d'équité. Je ne peux pas être d'accord avec votre assertion. Un procureur qui fait des dossiers d'agression sexuelle, un procureur qui fait des dossiers de meurtre, un procureur qui fait des dossiers d'agression contre les enfants, je pourrais en énumérer une tonne comme ça, mérite d'être traité de la même manière qu'un procureur qui fait un dossier de criminalité organisée de moindre envergure. Alors, pour moi, c'est une question d'équité. C'est ça la réponse. Où on trace la ligne entre la grande criminalité et la criminalité organisée. Et puis, l'autre élément, sur les dossiers de crime organisé, il y a des dossiers de crime organisé qui nécessitent de l'écoute électronique. C'est des horaires atypiques. Les procureurs doivent accompagner les policiers sur des dossiers de longue haleine. Vous le savez qu'un dossier de crime organisé, on ne peut pas en traiter autant que des dossiers autres, supposons des dossiers de voies de fait. Donc, comment est-ce qu'on valorise l'expertise de ces procureurs-là, qui, par ailleurs, auparavant, étaient jumelés dans ces équipes-là? Donc, pour les procureurs qui vont se retrouver en région, le procureur qui va se retrouver, je vais juste terminer, le procureur qui va se retrouver en région, qui, lui, était jumelé auparavant, va se retrouver peut-être intégré à la grille de poursuite verticale, va faire des dossiers, notamment de crime organisé, va donner également des conseils à ses collègues. D'ailleurs, il le faisait déjà, mais sans reconnaître son expertise. Maître Murphy? Oui, écoutez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, là. D'abord, quand vous dites que les procureurs vont se retrouver peut-être dans la poursuite verticale, je pense qu'il faut expliquer, là, pour les gens, que la poursuite verticale, c'est ce que vous avez déjà appelé la roue aussi, la strap, là, vous avez déjà appelé ça comme ça. C'est les procureurs qui font l'ensemble des dossiers qui sont tout aussi importants
à mon sens, que les dossiers de criminalité organisée. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance des dossiers. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance des dossiers. Les dossiers, plusieurs procureurs de région traitaient des dossiers de criminalité organisée sans la prime de 10 % dans les régions. Nous en avons plusieurs comme ça. Ces gens-là n'avaient pas la prime. Maintenant que nous retournons des procureurs en région, c'est une question d'équité. Les procureurs qui vont faire les dossiers de criminalité organisée ne seront pas dans les poursuites verticales. Ne seront pas dans les poursuites verticales. Les procureurs qui font la criminalité, et nous l'avons dit à chacun des procureurs que nous avons rencontrés, si vous avez l'intention de continuer de faire des dossiers de criminalité organisée de moins grande envergure que les dossiers qui seront traités dans l'autre équipe, si c'est votre intention, bien, vous ne serez pas dans la verticale, parce que c'est illogique de dire ça. Ça n'existe pas. Ça ne se peut pas. Alors, ça ne sera pas la réalité. Par contre, il y a plusieurs procureurs, à Québec, par exemple, dans d'autres régions, qui nous ont dit « S'il vous plaît, je voudrais faire autre chose. S'il vous plaît, j'aimerais bien apprendre mon métier de procureur, parce que parfois, on a embauché des jeunes procureurs qui n'avaient pas l'expérience de la Cour. Et cette occasion leur a donné l'opportunité de nous dire, lors des rencontres, « S'il vous plaît, j'aimerais me retrouver dans un bureau régional pour aller faire mon métier de procureur, pour apprendre le métier de procureur. » Parce que dans les dossiers de criminalité organisée, comme vous le savez, avant de se retrouver à la Cour, ça peut prendre des mois et des mois. Alors, ces jeunes procureurs-là n'avaient pas cette chance-là. Alors, il y en a quelques-uns qui nous ont demandé... Il n'y a pas que des jeunes procureurs qui nous ont demandé de quitter cette équipe-là et d'aller faire autre chose. Il y a des procureurs expérimentés qui ont dit « Moi, je ferais également autre chose. Ça me ferait plaisir d'aller faire autre chose si vous avez une place pour moi. » Nous avons rencontré toutes ces personnes-là. Nous avons passé du temps avec elles. Nous leur avons demandé de nous expliquer leurs besoins. Nous leur avons demandé de nous dire « Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous voulez continuer de faire de la criminalité organisée? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Qu'est-ce que vous voudriez faire? » Alors, mon collègue, Maître Dalmau, a rencontré l'ensemble des procureurs à Montréal, et moi, j'ai rencontré l'ensemble des procureurs à Québec. Alors... Est-ce que vous garantissez que tous les procureurs qui souhaitent continuer à faire du crime organisé, exclusivement du crime organisé, ne vont faire que du crime organisé, ou ils vont avoir des clauses de disponibilité à l'intérieur des équipes? Est-ce qu'ils vont devoir faire des dossiers d'autre nature que des dossiers de crime organisé? Maître Murphy? La réponse, là, c'est que les procureurs qui vont vouloir continuer de faire des dossiers de criminalité organisée vont continuer de faire des dossiers. Mais exclusivement? Non, non, pas exclusivement. Pas exclusivement. Parce que, comme je l'expliquais tantôt, quand on est assis dans une région où il faut le dire, là, il y a moins de criminalité organisée, il y a moins de dossiers qui surviennent, qu'est-ce que le procureur fera? Est-ce que vous insinuez qu'actuellement, les procureurs qui étaient dans les régions n'étaient pas occupés à temps plein? Parce que je pense que c'est ça la réalité des dossiers de crime organisé aussi. C'est une réalité où les procureurs doivent mettre de longues heures, ont des horaires atypiques, doivent collaborer avec les policiers de façon constante. Au même moment où le crime organisé, on retrouve les membres des Hells Angels qui sont libérés, au même moment où les chapitres se reforment, moi, je trouve ça très préoccupant. Puis j'ai un souci. Vous parliez de hiérarchisation. Je vais juste finir ma question, Monsieur le Président. On a parlé de hiérarchisation. Je n'ai pas parlé de hiérarchisation. Je pense plutôt que le DPCP, lorsqu'il dit « je vais créer un bureau de lutte à la grande criminalité » versus de la criminalité organisée moins importante, ça crée une hiérarchisation des dossiers. Donc, il faut juste s'assurer que vous ayez les moyens requis, que les procureurs ont les moyens requis pour lutter efficacement contre le crime organisé et lutter contre la corruption. C'est ça notre inquiétude ici. Et je pense que c'est important qu'on soit pas réactif à partir du moment
où le crime organisé va se reformer, et que vous ayez les outils pour lutter efficacement. Bougez pas, Maître Murphy. Vous voulez avoir la réponse, Monsieur le député de Bordeaux? S'il vous plaît. Bon, donc je vais la prendre. C'est votre prochain bloc, Maître Murphy. Oui. On verra au prochain bloc, s'il vous Ah, plaît. bon, il y aura la réponse au prochain bloc à son interrogation.